C'est parti. Voilà, nous commençons donc notre webconférence autour des projets et je laisse donc la parole à Lucile que je suis ravie voilà, de retrouver avec nous pour ce premier temps de partage avec elle, mais autour du projet. Lucile, c'est à toi. Merci, merci beaucoup Evelyne pour cette invitation. Bonjour à tous. Alors, je vais à mon tour partager mon écran. Je vous ai préparé quelques diapos et j'ai préparé une présentation, puis on aura le temps d'échanger, de discuter autour de cette question du projet en suivant. Alors, le temps que tu partages, j'ai oublié de reposer le cadre avec toutes mes excuses. On est parti sur un format de 14 heures à 15h30 avec une présentation qui va durer autour de 45 minutes. Et puis, de ce fait, comme on l'a fait la semaine dernière, un temps d'échange de questions en fonction des besoins, des clarifications que vous auriez besoin d'avoir, d'obtenir. Donc, surtout, n'hésitez pas et vous pourrez lister dans le chat ce que vous avez envie de poser. On reprendra ça tout à l'heure. Voilà. Bon temps de webconférence avec Lucille. Merci Evelyne. Alors, si j'avais 10 secondes pour vous parler du projet, moi, je vous dirais que le projet pédagogique dans une classe, c'est d'abord deux choses à mon avis. La première chose qui est très importante, c'est l'occasion de valoriser tous les élèves et de créer de la joie d'apprendre, de la joie pour les élèves et de la joie pour les enseignants et même pour tout le monde dans l'école. C'est fondamental. Et la deuxième chose, c'est que le projet ancre durablement les acquisitions. Pour moi, il n'y a pas de booster meilleur pour ancrer les enseignements, les fondamentaux et aussi toutes les autres compétences autour des compétences scolaires. Alors, ces autres compétences qu'on appelle aussi les soft skills, qui sont les compétences de collaboration, d'écoute, de respect, d'autonomie, de persévérance. Mais donc, pas que celle-là, également les apprentissages fondamentaux et les programmes, bien sûr. Alors, je vous propose une présentation en plusieurs temps, en 3 temps. D'abord, grâce à des exemples que je vais tirer de mon expérience, 3 exemples de projets. Je vais essayer de définir avec vous ce qu'on peut entendre par projet de classe et les écueils qu'il faut éviter. Le deuxième point, je reviendrai rapidement sur l'histoire du projet pédagogique. Je ferai des références à des pédagogues et les ancrages institutionnels en référence à la loi, plusieurs lois du ministère. Et puis ensuite, on glissera sur une dimension un peu moins individuelle de sa propre pratique pour sa classe, mais du lien avec les autres enseignants et afin de trouver une dimension établissement scolaire. Alors, pour commencer, là, je vous montre des photos et vous allez me dire si ça, c'est un projet. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit hop, voilà, un atelier de fabrication d'une maquette. Une sortie scolaire dans un centre de tri. Encore est-ce un projet? Une activité de jardinage avec les élèves. Est-ce qu'on est là dans un projet? Alors, même si des sorties scolaires, l'ouverture des activités qui permettent l'ouverture des élèves sur le monde extérieur, des tas d'ateliers, des veilles comme ça, même si tout cela est très agréable, on a tendance, on pourrait avoir tendance dans les établissements scolaires à dire, bon, ben ça, c'est un projet. Mais non, en soi, ça, c'est pas un projet. Ça, c'est une activité qui peut faire partie d'un projet, mais c'est pas ça véritablement un projet pédagogique. Alors, la sortie, l'atelier, ça peut être une amorce dans le projet, ça peut être un aboutissement, une finalité du projet, mais ça peut être un point de passage de la démarche de projet. Derrière tout cela, derrière un aspect un peu ludique, un peu ouverture sur l'extérieur, indispensable au projet, il doit y avoir de la consistance qui réside dans des apprentissages, des enseignements bien coordonnés, en lien avec les programmes. Alors,
Si on le fait pas et si on se dit, bon, ben, un projet, c'est une sortie ou un projet, c'est un atelier, c'est une activité d'éveil, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'on vit le projet comme quelque chose en plus qui vient charger son quotidien. Quand on est enseignant, concrètement, on a un quotidien, on a un temps limité pour faire passer des enseignements. Et la question, c'est c'est effectivement de trouver des activités qui vont dynamiser, qui vont motiver les élèves, comme un projet, une sortie, une activité euh, euh, un peu un supplément d'âme par rapport au scolaire, vous voyez, à quelque chose de traditionnel, un exercice traditionnel, mais en même temps, si on fait trop ça et qu'on ne le coordonne pas habilement avec les enseignements, ben on se surcharge, on apporte du plus et on finit par s'asphyxier, par se fatiguer et sans bien trouver le sens, sans trouver le levier. Pourtant, moi, je pense vraiment qu'un projet pédagogique, c'est une occasion de faire des économies d'échelle, si vous voulez, des économies de temps et de booster les enseignements. On va voir pourquoi. La question, donc, c'est de... Il y a deux choses, je dirais. Il y a, à travers ce qu'on appelle projet pédagogique, il y a ce qu'on amène à vivre aux élèves, c'est l'expérience élève, mais pour apprendre ce qu'il apprend durablement. Et si on fait une sortie pour une sortie, ben on se centre sur l'expérience de l'élève, il vit une sortie, mais le pour apprendre, on le laisse un peu de côté. Voilà. Donc, le véritable projet pédagogique, c'est bien de lier l'expérience de l'élève, ce qu'il vit, pour apprendre durablement les choses et se motiver. Lier les deux, les coordonner, ça nécessite de bien faire appel aux programmes, aux enseignements et de les mêler à cette activité d'éveil, et notamment les enseignements fondamentaux. C'est également de bien coordonner les enseignements de façon à faire de la différenciation pédagogique. Le projet, c'est un formidable moyen de différencier parce que moi, j'ai vu dans des projets se raccrocher des élèves en complète phobie scolaire, qui refusaient tout enseignement classique, mais qui, grâce au projet pédagogique, sont rentrés dans une dynamique d'apprentissage et ont appris. Comme j'ai vu sur les mêmes projets des élèves intellectuellement précoces à aller au-delà des programmes, au-delà de ce qu'ils auraient pu apprendre et se motiver, se stimuler. J'ai aussi vu des élèves 10 réduire leurs troubles 10 grâce au projet. J'ai vu des dyspraxiques bien apprendre. J'ai vu des élèves en difficulté de concentration réussir à se concentrer. Voilà, donc je pense que donc on arrive à s'adresser à vraiment tous les élèves autour d'un projet pédagogique et tous les élèves en même temps. C'est la fameuse différenciation pédagogique autour d'une activité de projet. Vous allez à la fois pouvoir distribuer le travail à des élèves qui ont des troubles ou un peu plus ou des difficultés d'apprentissage, tout en poussant le travail d'élèves intellectuellement plus précoces. Pour l'enseignant, le projet qui relie les apprentissages entre eux, s'il est bien coordonné, ça permet de faire de formidables économies d'échelle et donc de gagner du temps dans les enseignements. Concrètement, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand vous avez une activité de projet grâce à la réalisation d'une maquette pédagogique, là, envoyer la maquette de l'eau ou bien d'une sortie sur les centres de tri, vous allez pouvoir sur une même activité, donc sur une même séance d'une heure, travailler à la fois des sciences et à la fois du français, de l'écriture, de la production d'écrit, du vocabulaire. Eh bien, si c'est en même temps tout ça sur une même séance d'une heure, vous pouvez travailler jusqu'à 3 disciplines en même temps. Comme en plus, ça fait beaucoup de sens, ça crée beaucoup de sens chez tous les élèves et que ça les motive, ça les engage, vous économisez le temps de motivation des élèves, engagement dans la tâche, ils s'y mettent tout de suite. Là aussi, vous gagnez beaucoup de temps. Voilà. Et puis, comme vous ancrez les choses durablement grâce au projet, sans que les élèves s'en aperçoivent, vous avez moins besoin d'y revenir, moins besoin de remédiation,
moins besoin d'exercices d'entraînement également, et là, c'est puissant. Voilà pourquoi le projet pédagogique peut permettre de gagner du temps. Là où vous en perdez un peu plus par rapport à un enseignement plus traditionnel et plus frontal, c'est que vous allez passer un petit peu plus de temps à la préparation, puisqu'il va falloir bien coordonner les enseignements, bien donc les programmer. Alors, donc, je vais reprendre les mêmes photos là, de ces 3 projets et je vais vous expliquer réellement comment je les ai conçus, coordonnés, montés. Voilà. Alors, le projet là, qui est autour du jardinage, mon entrée, ce n'était pas du tout le jardin, en fait. Mon entrée, c'était l'entrée des élèves. L'entrée des élèves qui, cette année-là, avaient un besoin de travailler leurs compétences de lecteur. Non seulement la lecture fluide, mais aussi prendre le goût de la lecture et devenir persévérant, finir une tâche, aller au bout de quelque chose. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire avec des tout petits lecteurs qui n'ont pas envie de lire, qui ne vont pas au bout de la tâche, qui ont plutôt quand même un sens artistique, créatif assez développé, comment je peux faire pour travailler? J'ai eu l'idée de partir en fait du Petit Prince. Du Petit Prince comme un conte. Alors, c'est un conte philosophique, mais pour l'école primaire, plutôt, j'avais la dimension poétique derrière le Petit Prince qui pouvait être une accroche. Et puis, le Petit Prince, à travers le Petit Prince, on a des textes relativement courts qui permettent d'accrocher des compétences de lecteur. Dans le Petit Prince, il y a une histoire de rose et d'animal qu'on apprivoise, de renard. Alors, cette histoire de rose, ben, je me suis dit, on va cultiver notre jardin au propre et au figuré et on va cultiver des roses. Donc, on a pris un petit lopin de terre dans l'école et on s'est mis à dessiner un jardin, à cultiver des roses. Alors, comme vous le voyez, le dessin en lui-même du jardin a été un support pour les enseignements mathématiques. Le dessin du plan et puis les quadrilatères, les mesures, bien sûr. Mais là, vous voyez nettement une géométrie, un jardin géométrique. Donc ça, c'était formidable. Le fait de faire pousser un jardin, ben, ça nécessite beaucoup de persévérance et beaucoup d'attente. Et ça, c'est extrêmement bon quand on en fait le parallèle avec le développement des acquisitions. On est patient, et ça monte petit à petit. Quand le printemps arrive, il y a des mauvaises herbes qui sont là, il faut les enlever, il faut y revenir, il faut faire pousser. Mais au bout du compte, après 6 mois, on est content parce qu'on voit des fleurs dans notre jardin. Grâce à ce jardin, bien sûr, il fallait on a tout fait dans le jardin, on a tout planté, on l'a dessiné, on l'a planté, mais on a profité de cela pour faire du compost. Donc, on a travaillé les sciences, du land art en art, bien sûr les aquarelles du Petit Prince, je vous en passe, des petits panneaux pour signaler ce qui poussait dans le jardin. Et puis ensuite, on en a récolté les fleurs. Maintenant, voilà, deuxième projet, le projet autour de la maquette vous voyez, une maquette de maison et de château d'eau. Alors, l'entrée, quelle était-elle? Bon, quelle était-elle? C'était une entrée sur le cycle de l'eau, mais j'avais cette année-là un profil de classe qui était à, je vais dire 70%, j'allais dire 80%, 80% des garçons, et avec donc la nécessité de développer la concentration, encore une fois, et les travaux de groupe dans un sens constructif. S'écouter, négocier un plan de travail, voilà. Donc, j'ai trouvé que ça pouvait être original de construire une maquette et d'avoir un aspect derrière très scientifique et très technologique. Bon, bien sûr, on a fait le cycle de l'eau, on a fait les vases communicants, mais aussi on est allé sur le développement durable, on a travaillé les mathématiques, les mesures, et également, bien sûr, le français, parce qu'on a rédigé, hop, je cache les petits visages, on a rédigé des quiz, des jeux, voilà, et on est allé poser des questions et présenter techniquement
tout ce qui concernait le cycle de l'eau, le fonctionnement de l'approvisionnement en eau d'une maison, d'une ville par le château d'eau auprès d'autres élèves, même d'autres écoles. Ici maintenant, là, c'était une sortie sur le centre de tri des déchets. Mais ce projet de tri des déchets, c'était en réalité trouver le moyen d'intéresser une classe à profil de très bons élèves, voire d'EIP, d'élèves intellectuellement précoces, et de développer l'esprit critique. Voilà pourquoi un projet autour des déchets, autour des tri de déchets. La visite était une occasion, donc un point de passage dans la démarche de projet. Il y avait beaucoup de choses en SVT, en technologie, mais beaucoup de choses en art plastique, puisqu'on a donné une seconde vie à beaucoup de déchets. Donc, on a créé énormément d'objets de la classe et d'objets du quotidien à partir de déchets qu'on a recyclés. Et puis, une grande part de travail en français, puisqu'on a réalisé un journal de classe avec une rédaction d'articles, bien sûr liés à ce projet, d'articles, de petits résumés d'activités et même de jeux avec du vocabulaire assez technique. Et ça a poussé les EIP. Voilà pour la présentation de 3 projets qui illustrent un peu tout ce qu'on peut faire dans une classe. Moi, je trouve que c'est vraiment un moyen extrêmement puissant, le projet pédagogique pour se régaler avec les élèves et vraiment développer des tas de compétences, y compris scolaires. Voilà. Alors maintenant, un peu d'ancrage historique et institutionnel autour du projet. D'abord, le projet pédagogique vient des pédagogies actives, pédagogie nouvelle du début du XXe siècle. Il y a un pédagogue qui s'appelle John Dewey qui a travaillé, qui a monté un laboratoire à l'université de Chicago sur comment dire, une méthode pédagogique qui est le learning by doing, apprendre en faisant, donc l'apprentissage par l'expérience des élèves et qui a montré qu'il y avait beaucoup de résultats à faire expérimenter les élèves. Et voilà, le projet, c'est faire expérimenter les élèves le plus possible, leur faire faire des choses de leurs 10 doigts, hein, réellement, et lier ça à des tas d'autres enseignements. Il y a aussi Freinet. Alors, Freinet, qui était un instituteur français dans les années 1940-45, plutôt dans des classes rurales, qui, lui, a fait beaucoup de choses à l'intérieur de son école rurale et de sa classe, et notamment l'imprimerie à l'école. Donc, écrire un journal avec tout ce que comporte l'écriture d'un journal jusqu'à la sortie du journal et l'impression du journal. Là, on était aussi dans une démarche de projet. De Crowley est aussi un pédagogue qui a travaillé des projets pédagogiques autour de centres d'intérêt des élèves, besoins des élèves, les besoins physiologiques, besoins de développement des élèves en lien avec leur développement personnel et en lien avec la nature. Voilà. Mais c'est surtout, je dirais, John Dewey qui, par le learning by doing, apprendre en faisant, qui est un des fondateurs de la pédagogie de projet. Maintenant, si on sort des pédagogues dans la société française ou même internationale, la question du projet, elle est beaucoup plus vaste que ça. Le projet, il est associé à une dimension de progrès. Ça vient de loin, en fait, ça vient au niveau des mots, vous voyez, avant le projet progrès, il y avait le project en anglais. Un project en anglais veut dire projet, mais veut dire dessin, D-E-2-S-E-I-N. Et si on va même en amont, le dessin D-E-2-S-E-I-N est relié au dessin D-E-2-S-I-N. Parce qu'au tout début, au XVe siècle,
les prémices du projet sont liées au projet architectural. C'est-à-dire que les architectes et les bâtisseurs de cathédrales du XVe siècle avaient une préoccupation de construire des cathédrales de plus en plus sophistiquées et compliquées. Et donc, que faisaient les architectes? Ils dessinaient ces cathédrales et ils sont passés du dessin, DE2SIN, au projet architectural, c'est-à-dire à la coordination de tous les artisans et de tous les matériaux pour réaliser l'édifice complexe, compliqué. Voyez le parallèle avec l'éducation, c'est de partir d'une chose simple et grâce au projet pédagogique, arriver à organiser et à coordonner des enseignements pour en faire un tout un peu complexe, un peu coordonné et faire tenir un bel édifice pédagogique, voilà, qui est puissant et qui dure et qui s'ancre dans le temps. Voilà pour la petite histoire du projet à partir du mot projet. Ce qui nous amène à considérer dans la société française et internationale le projet comme un progrès dans les années 1990. Dans les années 1990, toute la société dans le monde entier est passée en mode projet pour prouver son progrès, en fait. Et bien sûr, le secteur de l'éducation ne s'en est pas éloigné. Alors, dans l'éducation, en termes de loi, on retrouve l'institutionnalisation du projet dans une loi d'orientation en 1989. Mais en fait, avant, dès les années 1975, il y a eu une loi ABI qui, dans ses programmes, a commencé à organiser dans les emplois du temps et dans les programmes des matières d'éveil pour s'ouvrir à la vie extérieure, au monde extérieur. On appelait ça les matières d'éveil dans les années 75. En 1981, Savary, qui était le ministre de l'époque, a créé des ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Et dans ces zones d'éducation prioritaire, qui étaient des endroits où les élèves avaient peut-être été identifiés comme ayant peu le goût pour les enseignements scolaires, en tous les cas des enseignements transmissifs type, avaient du mal à s'engager dans les tâches scolaires. Dans ces zones-là, les recherches ont identifié qu'il y avait énormément d'idées très créatives pédagogiquement, des petites pépites, et que c'était des projets pédagogiques qui faisaient vivre des projets d'établissement et que là se passaient des choses qui déclenchaient les apprentissages et le goût d'apprendre chez le jeune et que ça marchait. De là, eh bien voilà, on arrive aux années 89 avec du projet dans la loi d'orientation, qui ensuite a duré dans les années 2005-2008 et jusqu'ici, pour toujours redire que les projets pédagogiques étaient très importants dans les classes, mais aussi dans une dimension établissement. Voilà pour les petites, j'espère que je suis pas compliqué pour vous expliquer tout ça et le remettre un peu en perspective. Alors, je glisse sur la troisième partie de la présentation qui est, donc comme je vous le disais, le lien entre le projet pédagogique pour une classe et les projets pédagogiques au niveau d'un établissement. On travaille quand on est enseignant pour sa classe, bien sûr, on a envie de motiver ses élèves et quand on fait de la pédagogie de projet, on sent la stimulation, les yeux qui brillent, la compréhension qui se met en route. C'est très, très, très stimulant. Et quand ça stimule comme ça, eh bien, ça sort du cadre de la classe, ça sort tout seul, ça essaime, ça se propage et même on peut travailler le projet à plusieurs enseignants d'un cycle ou entre collègues avec qui on s'entend bien. Et là, on monte des projets d'une autre ampleur, parfois même au niveau de toute une école, parce que nous ne l'oublions pas, nous travaillons pour une communauté éducative, c'est-à-dire tout l'établissement. Voilà. Et le dynamisme qu'on impulse au niveau de sa classe par les projets, on le rentre dans un ensemble, une cohésion de groupes d'établissements. Alors, revenons à ça. Qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, au niveau de ces dynamiques voilà, entre enseignants que j'ai étudié plus particulièrement, d'abord, à titre individuel,
se mettre en mode projet, réfléchir en mode projet, ça, c'est un réflexe psychologique naturel qui a été identifié par des psychologues il y a des tas d'années. On va reparler des années 1990 parce que c'est bien là que les principales recherches ont été faites sur les modes projet en éducation. Donc, le réflexe de se mettre en mode projet, c'est un réflexe naturel. Il y a même des psychologues qui disent que celui qui ne pense pas projet n'existe pas, en fait. C'est inhérent à l'être humain. On se met toujours en projet. On a un projet de vie, on a un projet professionnel, on a un projet éducatif, on a un projet pédagogique, on a un projet d'orientation, on a un projet de voyage, on a un projet familial, on a un projet de retraite aussi. Bon, voilà, donc tout le monde se met naturellement en mode projet. C'est-à-dire, se mettre en mode projet, c'est voir l'avenir, c'est aller de l'avant. Dans le cas d'un établissement scolaire, aller de l'avant, voir l'avenir, donc travailler un projet pour sa classe, un projet pédagogique pour sa classe, revêt du coup deux risques. Soit on imagine des projets, mais qui sont en fait des rêves et qui sont difficilement réalisables dans une contrainte classe avec les moyens financiers, parfois d'un établissement ou d'une classe, les moyens matériels d'une classe. Donc, on peut partir d'une vaste idée extraordinaire. On va allez les enfants, on va fabriquer une fusée, on va partir sur la Lune. Bon, sans aller jusqu'à cette dimension d'utopisme et de rêve, il peut y avoir le risque de partir et de faire partir sa classe et ses élèves sur des projets utopies qui ne verront jamais le bout. Voilà. Donc, le premier danger, c'est ça, c'est de ne pas faire aboutir ces projets et d'en avoir une multitude qui sont au plan des idées. Ça, c'est pire que tout parce que rien n'aboutit et du coup, ça a un effet d'un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle. Et pour les élèves, ça dissuade et au lieu d'engager et de motiver, ça fait l'effet inverse. Le deuxième risque, c'est l'activisme, c'est-à-dire les férus de projets ont tendance à avoir des projets qu'on rajoute. Alors, il vaut mieux en avoir un bon dans une année et même qu'il ne dure pas toute l'année, mais qu'il soit d'une durée suffisamment longue mais suffisamment courte pour qu'on en voit le bout, l'aboutissement et qu'on en récolte les fruits. Donc, sur, allez, 2 mois et demi, c'est bien. Il vaut mieux faire ça que d'être sans arrêt en train de lancer des projets qui finalement se chevauchent, qui ne sont pas clairement identifiés et qui font un activisme qui fait que tout le monde s'essouffle. Les élèves d'abord et puis l'enseignant qui s'épuise à porter ces projets. Voilà. Donc, voilà les principaux risques autour du projet. Maintenant, côté dynamique d'influence des pratiques. Alors, le terme influence, là, il est à prendre au sens d'un concept en sciences de l'éducation, d'influence sociale. Ce n'est pas du tout péjoratif, tu es influencé, tu es influençant, ce n'est pas du tout ça. C'est comment on s'inspire des pratiques des uns et des autres sur le plan professionnel et comment, grâce à ça, soit on valorise nos pratiques, soit on les amène à évoluer, à échanger, et donc on développe comme ça ses compétences professionnelles. Donc, les dynamiques autour des projets pédagogiques dans les écoles qui ont été observées sont des dynamiques qui sont majoritairement collaboratives. En grande majorité, les enseignants dans les écoles mènent des actions, des projets à plusieurs. En nombre, il n'y en a que quelques-uns qui mènent des projets pour eux tout seuls. Mais alors, dans cette voilà pour ce qui est de l'identification des dynamiques, soit collaboratives, soit individuelles. La question ensuite,
des enseignants, c'est d'être soit suiveur de projet, soit initiateur. Alors, il y a de tout. Il y a des enseignants qui initient les projets. Ce sont des gens euh, qui n'ont pas peur de la nouveauté, qui ont souvent des idées et qui arrivent à les structurer dans une démarche de projet. Mais il y a aussi beaucoup d'enseignants qui ont envie de faire des projets pédagogiques, qui ont peut-être moins d'idées au départ, qui sont moins créatifs ou qui savent moins les coordonner dans une démarche projet, mais ce n'est pas grave. Ces enseignants-là, ils travaillent en collaboration avec d'autres et ils se mettent à suivre des projets, ce sont des suiveurs de projets. Et donc, ça fonctionne également très bien. Il y a ensuite un autre point que je voulais partager avec vous, c'est que la communication qu'on fait autour d'un projet pédagogique ou de projets pédagogiques ne va pas de pair avec l'innovation, la capacité innovante du projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des enseignants qui ont tendance à beaucoup parler de leur projet, de ce qu'ils font dans leur classe ou à plusieurs et qui sont des grands communicants ou communicatifs de leur projet. Ce ne sont pas forcément les projets les plus innovants. Souvent, les projets les plus innovants sont réalisés dans des classes dans lesquelles les enseignants ne parlent pas trop, ne veulent pas faire de zèle ou ne communiquent pas trop sur cette dimension innovante. Donc, la question, c'est d'aller voir un petit peu et donc, en tous les cas, de pouvoir s'inspirer quand même de ces innovations qui valent le coup, même si elles ne sont pas d'entrée de jeu très communiquées. Alors, voilà quelques profils d'enseignants qui… alors, vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître des collègues, mais je trouvais peut-être intéressant de vous poser la question de savoir où vous vous placiez. Est-ce que vous vous reconnaissiez dans ces types de profils d'enseignants en ce qui concerne en tous les cas le mode d'action projet, c'est-à-dire comment vous vous mettez en action par rapport à des projets de classe? Est-ce que vous êtes plutôt initiateur ou suiveur? Et en même temps, comment est-ce que vous vous mettez en lien avec vos collègues, en relation donc d'influence? Est-ce que vous avez tendance à ne pas trop vous mettre en relation sur les questions de projet avec des collègues? Là, je vais dire que vous êtes en station classe, en individualité station classe. Et puis, ou bien, est-ce que vous êtes en attente d'influence, en attente des autres qui viendraient vous chercher? Là, vous êtes plutôt, non pas vous êtes entre la station classe et puis vous aimeriez bien travailler en interaction avec d'autres davantage. Ou bien, vous avez une relation très forte et très spontanée d'entrée de jeu avec d'autres et vous êtes en interaction, donc je vais appeler ça en circuit école, circuit établissement. Donc, 6 profils. Il y a des profils alors que j'ai appelé les influençants influencés ou les influencés influençants. Alors là, c'est le plus grand nombre de personnes dans les écoles se trouvent là. Le plus grand nombre de personnes qui travaillent les projets se trouvent là. Ce sont des gens qui, donc, dans le plus grand nombre, travaillent à plusieurs sur les projets et qui sont soit initiateurs, soit suiveurs de projets, peu importe. D'ailleurs, ils peuvent être un coup l'un, un coup l'autre. Hein. Sur certains projets, ils peuvent initier, sur d'autres, ils peuvent suivre. Voilà. Mais en tous les cas, il y a une émulation collaborative en circuit école qui se fait très facilement. Alors, ces personnes-là, hein, qui sont là, communiquent énormément et très facilement sur leurs projets. Donc, vont vraiment parler très facilement de ce qu'ils font. Mais les projets, attention, là, ne sont pas toujours les pépites d'innovation les plus techniques. Ce sont parfois des projets qui pourraient s'apparenter aux sorties, vous voyez, ou aux activités dont je vous ai parlé tout à l'heure,
moins construite dans une démarche projet en lien avec le reste du programme. Donc, vigilance quand même là-dessus pour apporter un peu de technique et de coordination sur ces projets afin que le projet soit véritablement riche en enseignement et qu'il n'épuise pas les gens. Voilà. Vous avez ensuite, je passe sur la colonne de gauche, les personnes qui sont plutôt en station classe. Alors là, ce sont des personnes qui travaillent pour leur classe, qui sont un peu moins ouvertes vers l'extérieur en ce qui concerne leur mode d'action projet. Il y en a de deux types. Alors, il y a les engagés. Ça, les engagés qui sont des initiateurs de projets, qui sont des gens qui pensent projet et qui arrivent à les coordonner techniquement avec des enseignements de façon extrêmement construite, forte, très professionnelle, très bonne. On a là souvent les pépites innovantes. Mais ces engagés-là, alors souvent vont d'ailleurs utiliser leurs propres moyens. Ils vont faire des choses extraordinaires avec des riens. Voilà, ce n'est pas une question de moyens. Ils vont vraiment s'engager, engager leurs relations, tout ce qu'ils peuvent faire au profit des élèves. Mais ils vont avoir du mal à communiquer tout cela au reste de l'établissement scolaire. Donc, la question, ça va plutôt être de les ouvrir. Mais ils sont très axés compétences, hein, ces engagés. Et puis, il y a aussi les réticents qui sont en station classe. Alors là, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt réticents et résistants à toute forme de projet dans les établissements scolaires. Donc, on commence par les entendre beaucoup, ces réticents-là, mais finalement, même s'ils sont plutôt a priori contre le projet, en disant souvent mais les projets pédagogiques, ça n'apporte rien, etc. C'est trop compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps, de travail. Bon. Après ça, finalement, ils se rallient au projet. Ils se rallient souvent d'ailleurs au projet d'établissement porté par tout le monde. Et puis, ils finissent par y participer avec les autres. Il reste ensuite deux profils, les pragmatiques et les idéalistes. Alors, sont des personnes qui ont très envie de participer à des projets, mais dans le cas des idéalistes, ils ont envie de suivre des projets, ils voudraient que tout se passe bien, ils sont dans l'ordre des idées bien souvent et ils ont besoin des autres pour rendre leur projet opérationnel, pour arriver à gérer leur temps et à faire aboutir le projet, à réaliser des visites ou des sorties, à les organiser. Il leur manque la dimension organisatrice. Les pragmatiques, eux, en revanche, ils sont beaucoup plus organisés et ils veulent, c'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, je veux bien concevoir et travailler sur un projet avec toi, mais il faudra que j'y gagne quelque chose ou que si le temps que je passe sur un projet, il faut que je le retrouve ailleurs. Voilà, donc ils sont très mesurés et il faut qu'ils aient une relation gagnant-gagnant, donnant-donnant. Voilà les 6 profils d'enseignants qu'on peut reconnaître dans les établissements. Alors, vous me direz tout de suite là dans l'échange, dans 2 minutes, si vous vous reconnaissez là et on pourra discuter. Mais tout ça pour terminer sur la dimension établissement, puisque dans un établissement, tous ces profils se mêlent et s'en mêlent. Alors, il y a des questions de collaboration entre projets ou de dissémination des pratiques parce que quand on fait un projet pédagogique pour ses élèves et qu'il y a un levier puissant au niveau des apprentissages, c'est un peu dommage de le garder au niveau de sa classe, c'est bien d'en faire profiter des collègues au service des progrès de tous les élèves. Voilà, et du coup, il y a un nom pour appeler le projet au niveau de l'établissement, c'est un projet d'établissement. Mais la question que les chercheurs ont pointée autour du projet d'établissement, c'est est-ce que ce projet d'établissement existe au niveau du papier, il est écrit, il est pensé, ou est-ce qu'il prend véritablement vie dans les classes auprès des élèves? Avoir un projet d'établissement très actif qui correspond aux réalités de ce qui est vécu dans un établissement, c'est bien s'appuyer
sur les dynamiques qui existent dans les établissements et arriver à donner de la cohésion à tout ça. Donc, s'appuyer sur les projets pédagogiques de chaque classe et les rendre cohésifs et cohérents. Voilà. Donc, je reliais projet pédagogique, projet de classe et individuel de chaque enseignant à une dimension supérieure, enfin supérieure pas au sens hiérarchique, mais en tous les cas global du projet de tout un établissement. Et la difficulté ou le levier, le gain supplémentaire à travailler avec les autres pour un projet d'établissement. Voilà, ce sera le mot de la fin pour cette présentation. Merci beaucoup, Lucille, hein, voilà, pour ce temps. C'est toujours intéressant de revoir un petit peu d'où vient le mot projet, hein, repartir sur ce qu'on a entendu, dessin, avec ces deux écritures, et puis le final autour de la cathédrale. C'est toujours intéressant, voilà, de resituer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est par rapport à ce que vous avez pu entendre, de revenir si vous avez des questions particulières, alors à la fois soit dans le chat ou directement, hein, si vous pouvez ouvrir votre micro ou lever la main, et on vous donne justement cette possibilité d'échanger avec Lucille en direct, quelle que soit la question, c'est-à-dire sur du pragmatique, sur des précisions par rapport à ce qu'elle a pu exprimer. J'ai envie de dire, lâchez-vous, parce que c'est vraiment le moment de pouvoir entrer dans une vraie réflexion et apporter de la clarté. Alors, qui se lance en premier? Qui va poser la première question? Mireille, peut-être. Oui, j'y vais. C'est parti. Alors, c'est parti. Moi, j'ai été interpellée par la notion de projet qui doit, est-ce que obligatoirement être branché innovation, ou est-ce qu'un projet peut être un peu à l'ancienne avec effectivement de la bidouille et de la débrouille avec ce qu'on a sous la main? Alors, ça suppose que l'innovation, vous ne le pensez pas, vous pensez l'innovation comme technologique. Oui. Ou même quelque chose qui n'a jamais été mené, du coup, c'est innovant parce que ça n'a jamais été fait. Oui, moi je pense l'innovation, là, telle que je l'ai exprimée, c'est une pratique efficace, en fait. L'innovation, elle peut très bien être dans la façon dont vous coordonnez les enseignements pour avoir des résultats. Je pense innovation et efficacité en termes de résultats pour les élèves. Pas forcément avec des moyens extraordinaires. On peut faire des projets pédagogiques et de l'innovation avec rien du tout comme moyen. C'est la manière de lier les choses, de relier les choses et de les amener. Vous voyez, Le Petit Prince et du jardinage, en soi, c'est pas grand-chose, ça coûte rien, ça rend même service quand on a un bout de terrain en friche quelque part, et il n'a pas besoin d'être grand, voilà. Non, ça coûte vraiment, ça coûte rien, hein. Mais en revanche, la manière de coordonner les enseignements, ça donne du sens à tous les enseignements entre eux. Et c'est un vrai levier pour la différenciation pédagogique. J'insiste là-dessus parce que grâce au projet, vous pouvez parler en même temps à des élèves qui ne sont pas du tout engagés dans les apprentissages scolaires et à des élèves qui ont besoin de beaucoup plus que les programmes. Et alors, voilà, donc là, c'est formidable.
Ce qui fait que pour répondre à votre question, non, il n'y a pas besoin de moyens pour mener un projet pédagogique. Est-ce que le projet pédagogique fait toujours du lien avec l'innovation? Je pourrais renverser la… Alors, je pourrais traiter la question différemment, c'est est-ce qu'on va toujours aller chercher de l'innovation d'ailleurs? Et qu'est-ce qu'on va chercher dans l'innovation? Est-ce qu'on a besoin toujours d'innover? Le projet pédagogique, il peut être innovant parce que la coordination des enseignements, elle ne sera jamais la même parce que vous allez l'adapter aux besoins de votre classe et votre classe n'est jamais la même. Chaque année, elle est différente. Donc, vous partez d'un diagnostic de votre classe, de besoins de votre classe et à partir de là, vous allez coordonner entre eux des enseignements qui vont faire que c'est une innovation parce vous ne l'aurez jamais fait ce projet ou on ne l'aura jamais fait. Voilà. Mais en soi, l'innovation, elle n'a d'intérêt que si elle développe de l'efficacité, des progrès chez tous les élèves. Je ne sais pas si j'ai répondu à… Si, parfaitement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah, on a une question qui arrive. Projet pédagogique et projet éducatif, différence. Alors, le projet pédagogique, c'est une modalité pédagogique. Ça vient de pédagogues qui sont sont liés à les pédagogies actives, écoles nouvelles. Voilà. Quand on parle de projet éducatif ou de projet d'établissement, on est davantage sur du projet institutionnel. Institutionnel, ça veut dire institué par une loi, un cadre. Alors, le projet éducatif, il est propre à l'enseignement catholique, c'est le projet exprimé par une tutelle et donc décliné au niveau des établissements, mais qui concerne des grandes valeurs éducatives qu'on souhaite donner à son établissement ou à son réseau d'établissements. De ce projet éducatif, au plan des valeurs, on va décliner un projet pour chaque établissement. C'est le projet d'établissement. Et ce projet d'établissement, il existe pour tous les établissements, pas que les établissements de l'enseignement catholique, parce qu'il est demandé par la loi d'orientation de 1989. Ce projet d'établissement, il est censé, pour l'enseignement catholique, partir des valeurs du projet éducatif, décliner ces valeurs en action. Donc, ce qu'on fait bien par l'histoire et par ici et maintenant, et dire clairement quelles sont les grandes orientations qu'on va prendre pour l'année d'après et jusqu'à 3 ans ou 5 ans. Donc, le plan stratégique ou les orientations, les axes stratégiques de l'établissement à 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on va décliner en objectifs éducatifs ou objectifs d'enseignement et en résultats attendus qu'on pourra ensuite mesurer, évaluer. Les projets pédagogiques, donc, se déclinent derrière ces objectifs pour mettre en œuvre le projet d'établissement, comme d'autres modalités pédagogiques d'ailleurs. Est-ce que je réponds un peu clairement? Il semblerait que oui. Il y a un merci qui arrive. Super, merci Lucille. Alors. N'hésitez pas non plus à poser vos questions dans le chat, comme l'a fait Mme Kaoui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors moi, c'est ma première année de suppléance, donc je découvre un peu tout. Et la joie surtout de ce projet de classe que je ne vis pas dans ma classe. Je suis suppléante à 25%, donc c'est un peu court pour vivre un projet ou pour rentrer dans un projet. Comment est-ce que vous faites pour trouver l'imaginaire de votre projet?
partez des élèves, en fait, vraiment. L'idée, c'est de vous dire, ils ont besoin de quoi? J'ai un groupe qui a besoin d'améliorer quoi ou de progresser dans quoi? Donc, en fait, vous pouvez partir de ça, améliorer des compétences en mathématiques ou bien améliorer leur concentration, le climat scolaire, l'esprit de groupe ou l'empathie. À partir de là, croisez ça avec les opportunités de l'année. Vous savez, parfois, il y a des temps forts qui arrivent dans l'établissement. Il y a des ateliers qu'une association va vous proposer dans votre territoire ou des choses qui vous sont proposées. Essayez de voir si vous pouvez faire se relier les deux. Voilà. Et puis, sinon, essayez de réfléchir en termes de par rapport à votre culture. Essayez de prendre un appui sur la littérature, sur l'art, sur les sciences, pour avoir un étayage avec un apport qui va être votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale de votre projet, à partir de quoi vous allez pouvoir tirer des fils d'activité, à partir de quoi vous allez pouvoir tirer des activités. Je reprends l'exemple du Petit Prince. Vous voyez, le Petit Prince, ça a été, voilà, le besoin, c'était vraiment donner envie aux enfants de lire et avoir, enfin, j'avais des petits lecteurs, un tout petit lecteur, bon. Donc, en CE2. Donner envie de lire. Le Petit Prince, il y a des courtes lectures, c'est un peu poétique, c'est joli. Il y avait la question de s'apprivoiser, l'amitié, on pouvait travailler l'amitié entre, donc c'était pas de la lecture pour la lecture. Et puis il y avait les aquarelles, donc je pouvais travailler la dimension créative. Et à partir de cette colonne vertébrale, on tire les fils qui sont en lien avec le programme, on décroche des activités pour elles-mêmes. Du Petit Prince, j'ai voulu prendre l'aspect poétique du Petit Prince et j'ai fait des activités décrochées sur la poésie. La poésie avec soit les fleurs, soit les animaux, et donc des ateliers d'écriture. Eh bien, je peux vous dire que là, les élèves, ils se sont mis à écrire et tous se sont mis à écrire comme jamais. Ensuite, évidemment, la question de la rose et du travail du jardinage, comme par hasard, tout le monde sait ce que c'est. À partir de là, tout le monde sait utiliser un décamètre, un mètre, ensuite c'est tracé un carré, un rectangle. Il n'y a pas eu de problème pour l'étude du plan, vous voyez, en hauteur. Et ça, c'est puissant, hein. Sans compter les sciences, bien sûr, le compost, où toute l'école s'est mise en alerte sur le compost pour pouvoir aller alimenter le compost de pelures de carottes. Et puis, voilà, et tous les élèves savaient très bien ce qu'on mettait dans un compost ou ce qu'on ne devait pas mettre d'ailleurs. Et du coup, à partir de ce compost-là, vous écrivez la fiche technique du compost comme une fiche, voilà, c'est un type d'écrit particulier, tous les ingrédients du compost, comment on fait, toutes les étapes. Et là, vous avez votre séquençage. Vous avez aussi là un levier en production d'écrit qui est formidable. Et vous n'avez pas besoin de plaquer les séances, vous voyez, d'amener, aujourd'hui, on va travailler la fiche technique comme type d'écrit. Bon, alors, comment je vais vous expliquer ce que c'est qu'une fiche technique? Non. Qu'est-ce qu'on met dans le compost? On sait. Allez, hop, 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 on fait la liste et puis on l'écrit. Et c'est même plus vous qui faites la classe. C'est eux. Donc, vous voyez, vous avez... oui, au départ, la question, effectivement, c'est de trouver, d'aller chercher ce qui va faire votre colonne vertébrale.
Bon, là, c'était Donc, vraiment… ça suppose vraiment de prendre le temps de connaître sa classe avant de se mettre en projet. Oui. Parce que souvent, j'avais l'impression, là, cette année, c'est que le projet était déjà bâti en juillet. Voilà, avec une classe que finalement, on ne connaît pas. Et je trouve ça pas évident, du coup, de modeler le projet par rapport à la classe. En fait, c'est plutôt d'abord, je connais ma classe, puis je monte mon projet. Si on est fidèle aux pédagogues de la pédagogie active, oui, on part du diagnostic des élèves pour bâtir son projet pédagogique. Mais parfois, la réalité fait qu'en juillet, on a des occasions qu'il ne faut pas louper pour enclencher des visites et qu'il faut faire des réservations. Enfin, ça, c'est la réalité des choses. Voilà, ou s'inscrire dans un cycle patrimoine. Bon, vous pouvez toujours le faire. Et ensuite, vous pouvez voir comment vous l'intégrez, vous l'adaptez à un projet qui est dimensionné aux élèves une fois que vous les avez bien connus en septembre. D'accord. En tout cas, ça donne envie, vraiment. Je vous assure, c'est tellement le bénéfice qu'on en retire en termes de joie des élèves, de motivation et d'enseignement. C'est extraordinaire. Donc, et puis je pense que la posture d'enseignante, elle doit être tellement plus agréable que d'être dans un schéma plus classique, quoi. Oui, mais ça n'empêche pas de faire de la pédagogie classique, c'est-à-dire que le projet, c'est pas faire des projets, c'est pas se transformer en centre d'animation ou centre de loisirs. Hein. C'est pas faire de l'activité pour faire plaisir aux enfants, c'est pas ça. On veut les faire progresser sur des enseignements clairement identifiés. Il faut pas le perdre de vue. Mais donc, du coup, grâce à ce projet, de temps en temps, vous ressortez et vous faites des séances. Vous pouvez faire des séances classiques, des séances de vocabulaire hyper classiques. Et vous pouvez évaluer de façon classique, on mémorise, on récite, enfin, il y a des incontournables. Hein, voilà. Donc, moi, je suis pour l'ambition pour tous les élèves. Et de temps en temps, elle passe par apprendre et réciter et mémoriser et s'entraîner de façon extrêmement identifiée et extrêmement claire. Hein. Donc, une leçon d'orthographe, on ne va pas l'enlever parce qu'on fait du projet, mais on va l'accrocher au projet ou la décrocher. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas ni tout l'un ni tout l'autre. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer. Lucille, si jamais on avait justement on a envie de se lancer et on ne sait pas trop comment faire, le diagnostic c'est compliqué, quel serait peut-être un projet assez basique qu'on peut utiliser comme accroche pour y aller en se disant ben voilà, peut-être que ça serait intéressant, ça va me permettre de voir comment je fonctionne, comment les élèves fonctionnent et je pourrais aller plus loin. Est-ce qu'il y aurait déjà un projet qui serait plus ou moins un peu bateau mais qu'on peut utiliser? Ça c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce qu'il y aurait des points de vigilance à vraiment avoir en tête quand on se lance dans un projet, que ce soit avant, pendant ou après? Alors, premier point pour s'inspirer. Soit on a un projet d'établissement très construit, actualisé, très concret, avec des orientations, et donc on peut s'appuyer sur le projet d'établissement pour faire partir son projet pédagogique. Soit si on a du mal à être créatif et si en se mettant à plusieurs, on a encore du mal à être créatif, on peut toujours s'appuyer sur certains ouvrages de la littérature de jeunesse qui sont quand même bien faits, qui permettent de ramener des activités. On peut également travailler en sciences ou autour du développement durable. Il y a des associations qui permettent de raccrocher aussi des enseignements. Il y a des associations sur l'enseignement des sciences qui va permettre on va pouvoir accrocher des maths, du français facilement et on va monter et de l'art plastique. Donc, autour des sciences, on peut facilement rallier du projet. Voilà. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. Une entrée soit par le projet d'établissement, s'il est précis, par la littérature de jeunesse,
et par les sciences. Voilà. Et ensuite, alors, ton autre question, c'était avant, pendant, après. Je dirais, avant le projet, se dire de quel espace-temps je dispose. Vous voyez, parce qu'on est créatif, mais on est toujours bien ancré dans les réalités et l'opérationnel. Le projet est intéressant s'il est réalisé et s'il est abouti. Hein. Donc, quand est-ce que vous voulez faire démarrer votre projet? À quel moment vous devrez l'avoir terminé? Du coup, vous vous dites, et là, comme je le disais tout à l'heure, il faut quelque chose de pas trop court, mais pas trop long non plus. Ça dépend de l'âge des élèves, mais quand même, en école primaire, plus de 2 ou 3 mois sur un projet, ça fait trop, quoi. Hein. Donc, si vous vous dites, j'ai 8 semaines pour mon projet, vous faites un rétro-planning. Ça veut dire combien de séances et comment, du coup, qu'est-ce que je peux faire dans ce nombre de séances-là? Voilà, faites travailler en rétro-planning. Après ça, au niveau du avant-projet, vous êtes toujours dans la conception, en dehors de faire votre rétro-planning pour faire rentrer ça dans le temps. Une chose importante qui est souvent oubliée dans le projet, pensez à comment vous allez évaluer votre projet. Comment vous allez évaluer tout ce que vous avez travaillé dans votre projet. Parce que votre économie d'échelle et votre économie de temps et donc d'énergie en tant qu'enseignante et l'efficacité de votre projet, elle réside également dans la manière d'évaluer les acquisitions qui seront faites dans le projet. Votre projet, à un endroit du projet, chemin faisant, il faut que vous évaluiez des acquisitions en termes scolaires, de compétences scolaires, de programmes, et puis les compétences supplémentaires avec des grilles d'observation. Et en tous les cas, ça veut dire qu'il faut le penser avant le projet. Ensuite, pendant le projet, chemin faisant, très important, vous avez votre trame de projet, vous l'avez prévu, mais vous aurez des imprévus dans le projet, des choses qui finalement ne peuvent pas se faire ou ne peuvent pas se faire comme vous le souhaitez ou ne peuvent pas se faire dans le temps que vous souhaitez. Donc, il va falloir faire preuve de souplesse, de capacité d'adaptation, voilà, n'ayez pas peur, soit de réduire le temps, soit de vous adapter avec d'autres moyens, soit au contraire, de partir sur un chemin parce qu'il y a un enfant ou des enfants dans la classe qui vont bien montrer leur intérêt pour autre chose, et donc il va falloir partir là-dessus. Voilà, soyez adaptable, soyez adaptable. Parce que concrètement, lorsque les enfants s'engagent sur un projet et que ça leur plaît, ils vont vous ramener des tas d'idées. Et ils vont vous dire, oh là là, on a fait ça, mais moi j'aimerais faire ça, j'ai trouvé quelque chose, il faudrait regarder ça, il faudrait aller lire ça. Donc, la question, c'est d'accueillir ça au niveau de la classe et de vous dire, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le prends? Comment je le prends? Comment on s'en sert au niveau de toute la classe? Et comment on continue à apprendre tout en gardant ma colonne vertébrale du projet. Donc, s'adapter. Et puis, à la fin du projet, ce qui fait la fin du projet, c'est la valorisation de tout ce que vous avez fait. Donc, la fin du projet, elle doit être marquée par ce qu'on appelle une finalité montrée. Il faudrait trouver, pour finir un projet, quelque chose de très concret que vous allez pouvoir montrer aux parents, montrer aux autres classes, pour valoriser le travail de tous les élèves autour de ce projet. Alors, ça peut être un temps, ça peut être vous voyez, quand le jardin a été fait autour du Petit Prince, les élèves avaient écrit eux-mêmes des textes poétiques sur des animaux, les fleurs, et les ont déclamés dans le jardin
avec une exposition de toutes leurs aquarelles et le jardin complètement fleuri. Voilà, tout était fini. Et ce temps de poésie dans le jardin était fait devant les parents, puis ensuite les classes et les autres classes qui ont demandé à y revenir d'ailleurs. Donc, on a fait des tournées comme ça. Voilà, ça ancre aussi les apprentissages et ça ancre le groupe parce que ça valorise le travail de tous. Parce que qu'est-ce qui se passe à cette occasion? Et c'est ça qu'il faudrait aller chercher à la fin du projet. Ce qui se passe, c'est que les élèves expliquent à d'autres, expliquent à leurs parents ou expliquent à d'autres élèves ce qu'ils ont fait. Et là, vous êtes bluffés parce que les élèves vont expliquer les mécanismes et en expliquant, ils ancrent encore leurs enseignements, leurs apprentissages. Sur l'autre projet qui est celui pour exemple, de la maison avec le château d'eau, il y a un mécanisme technique d'arrivée de l'eau dans la maison et de départ des eaux usées et de lien avec le cycle de l'eau. Avec un projet comme ça, les enfants, ils vous démontent un robinet, ils vous démontent un château d'eau et ils savent très bien vous expliquer comment l'eau arrive et comment elle repart et quel type d'eau et comment ça se fait. Donc, et c'est les enfants ensuite qui l'expliquent à d'autres et qui l'expliquent à leurs parents. Et c'est ça qu'il faudrait aller chercher à la fin d'un projet et qui d'ailleurs se fait tout seul. Mais en tous les cas, en tant qu'enseignant, il faut avoir prévu dans votre planning un temps pour cette valorisation, cette finalité montrée. Merci beaucoup, Lucille. Voilà, ça donne aussi énormément de pistes et ces vigilances sont importantes parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir derrière en conception, en élaboration. Alors moi, j'ai quand même une autre question qui m'est venue en t'écoutant qui concerne les enfants qui ont vraiment beaucoup de difficultés à s'engager dans un projet et qui n'ont pas envie. Voilà, comment on fait quand on met tout le monde en route, on sent que ça fonctionne bien, mais on en a un ou deux qui ne veulent pas entrer. Est-ce que toi, tu as des moyens, des techniques voilà, de les amener à commencer? Alors, la précaution, la précaution de bien observer tous les enfants au départ et effectivement de tenir compte de chacun. Je dirais que les enfants qui ont la plus grande difficulté au niveau des enfants, il me semble que c'est la difficulté à se mettre en groupe avec d'autres, qui est pour certains enfants un peu complexe par timidité, voilà, et donc à s'engager dans une tâche collaborative. Et pour d'autres, sortir du bureau, qui est en fait le bureau, l'espace de travail scolaire, qui du coup enlève quand on n'y est plus et qu'on travaille autrement, ça enlève une sécurité. Alors, ça veut dire qu'une fois qu'on a bien identifié ça pour certains enfants, c'est prévoir sur les premières activités quand même une activité qui va permettre à ces enfants de s'y retrouver. C'est-à-dire pour ceux qui ont un peu de mal à se mettre tout de suite en groupe, leur trouver des responsabilités un peu individuelles ou les prendre pour un travail un peu individuel, donc leur adresser une demande particulière. Pour les enfants qui sont un peu plus scolaires et qui se reconnaissent, eux, dans des apprentissages plus identifiés, plus scolaires, à ce moment-là, en termes de consignes ou de travail ou même de documents de travail, on va leur demander quelque chose qui est aussi plus scolaire, mais qui va venir rendre service au projet. Voyez. Donc, en fait, on est dans de la différenciation pédagogique. Mais le point d'entrée, c'est de bien connaître ces élèves. Oui. Merci beaucoup, Lucille. Alors, Mireille, il y avait une question que je vous propose de redire, ou en tout cas un point aussi de vigilance sur le regard et le jugement, Mireille. C'est ça, c'est pas tant la mise en place, moi, que je trouve difficile dans les projets, et je suis convaincue, comme vous, des bienfaits à la fois pour nos élèves, mais aussi pour nous en tant qu'enseignants. Moi, je trouve que ça met du peps dans notre façon de travailler. Alors, attendez, je reviens.
Oui. Et effectivement, là, je lis son message. Le plus difficile, c'est le regard et le jugement parfois lourd de certains collègues. Voilà, c'est ça. Oui, C'est-à-dire que dans la mise en place des projets, mais parfois, en tout cas moi personnellement, je suis un peu idéaliste. Voilà, j'idéalise le monde et je pense que tout le monde est gentil, agréable et bienveillant en fait en tant que collègue. Et puis pas du tout. Et finalement, c'est pour moi l'un des freins à la mise en place des projets parce que eh bien, il y a parfois voilà, des collègues qui peuvent, de façon mais complètement inconsciente, avoir des propos ou des attitudes qui jugent. Enfin, voilà. Du coup, moi, je suis preneuse de conseils ou du moins de oui. d'affiches ou je sais pas, que je pourrais mettre. Non, et puis vous amenez du changement quelque part et un dynamisme qui va entraîner, qu'il y a un phénomène d'entraînement autour du projet, souvent qui entraîne les jeunes, les enfants, d'autres classes aussi, les enfants se parlent entre eux. Donc, ce phénomène d'entraînement peut soit faire peur à des collègues, soit les faire sortir de leur zone de confort et du coup, vous pouvez sentir des freins ou voire même une petite animosité. Bon, la première chose que je vous dirais, c'est de bien travailler avec votre chef d'établissement au départ. Voilà, votre chef d'établissement, il est là, voilà. Donc, c'est très important d'avoir un projet qui s'inscrit dans le projet d'établissement et qui est et que votre travail décline bien ce que souhaite mettre en œuvre le chef d'établissement. Et puis ensuite, la meilleure preuve de votre action, c'est les élèves. C'est à la fois voilà, le développement de leurs compétences et leur progrès, mais aussi leur investissement dans l'envie d'apprendre et de continuer à apprendre. Donc, en général, les collègues des classes d'après sentent qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a dépassé le cadre du programme. Donc, en général, ces collègues des années d'après ont envie de se mettre en relation avec vous pour travailler. Ça peut être aussi des points d'appui. Essayez de trouver des appuis. Alors, le premier, le chef d'établissement, ensuite des collègues autour, et puis les élèves, pleinement les élèves. Voilà. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon. voilà, travailler en équipe, c'est pas toujours évident, je trouve. Et on n'est pas formé à gérer l'humain adulte. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que voilà, travailler avec mes élèves, je sais faire, on nous apprend, on peut lire et s'enrichir des pratiques de certaines qui partagent sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'après, en vrai, dans la vie vraie, eh bien, parfois, c'est difficile. Est-ce que du coup, les 6 profils-là décrits, est-ce que ça vous aide à voir comment les uns les autres ont tendance à travailler et est-ce que ça peut peut-être vous aider à vous mettre en lien avec? Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça très pertinent et puis j'ai rentré dans des cases certaines de mes collègues. Je me suis mise moi aussi dans une case, enfin, pas de problème. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, quand j'ai débuté ma carrière dans mon premier établissement, on était vraiment, on travaillait en équipe et les projets étaient menés. On avait l'aval effectivement et le soutien de notre chef d'établissement. Et puis, c'est vraiment porteur de travailler à plusieurs. Et puis après, quand on change d'environnement, on change ses habitudes, on rencontre de nouvelles personnes qui ne travaillent pas forcément comme nous. Et parfois, c'est conflictuel, en fait. Et même si, du coup, par sécurité, entre guillemets, je préfère faire toute seule dans mon coin, ce que j'ai appris à faire finalement, alors que pour moi, un projet et une vie d'école, ça se vit en équipe
et effectivement, le bien-être de nos élèves qui, quand ils vont grandir et passer par des autres classes, vont porter aussi voilà, ce qu'ils ont reçu en passant chez moi. Mais c'est voilà, quelque chose je trouve, Alors, qui est pas pris en compte finalement dans… en sciences humaines, les psychosociologues identifient le conflit comme une source de progrès. Vous savez, Moscovici a travaillé les questions de dissension, justement, qui apporte le progrès. Mais tout dépend. Il y a des psychosociologues, Pérez et Muni, qui ont travaillé la théorie de l'élaboration du conflit, d'ailleurs, et comment résoudre les conflits. Tout dépend des types de tâches, je dirais. Si le conflit est idéologique et sur des tâches de jugement ou d'opinion, pour ou contre le projet, non, je suis contre, je suis pour, et puis on se détache pas de ça, la résolution de conflits, elle est très compliquée. Je dirais, elle risque de ne pas se faire. En revanche, si vous êtes sur des tâches d'aptitude ou de compétences, vous êtes sur des choses très liées au concret de votre projet ou à l'élaboration du projet, vous êtes sur vraiment du travail. Et là, vous allez pouvoir, même si vous n'êtes pas d'accord au départ, vous allez pouvoir finir par vous entendre et résoudre des conflits. Donc, je dirais que si c'est compliqué avec les collègues, essayez d'avoir une entrée autour du travail, du projet ou du développement des compétences. Merci. Ça vous aide. Oui, 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 merci. Alors, il nous reste 5 minutes, voilà, si on veut rester dans les temps. Est-ce qu'il y a une dernière question ou une remarque particulière, un besoin de ressources? Stéphanie, est-ce que tu veux prendre la main? Est-ce que tu as une question? Non, mais forcément, par rapport à tout ce qu'a pu dire Lucille, il y a beaucoup de choses qui me parlent et qui font écho. Notamment, là, la discussion qu'il y a pu y avoir avec Mireille, Françoise Croc, qui a pas mal travaillé sur l'innovation pédagogique, explique que l'innovation pédagogique, c'est bien, mais finalement, ça renvoie l'image aux enseignants qui ne sont pas dans l'innovation pédagogique, qu'eux-mêmes seraient des ringards. Elle y met tous les guillemets derrière. Et donc, finalement, on ne se rend pas compte quand en tant qu'enseignant, on essaie de faire quelque chose, on essaie de faire bouger un petit peu les lignes, ou tout simplement de vivre un projet parce qu'on y croit, eh bien, les réactions qui peuvent être, les réactions que cela peut générer, ce n'est pas forcément contre nous, mais c'est aussi une sorte de défense en essayant de se dire, bah, c'est pas parce que moi, je ne suis pas en train de faire un projet ou je ne suis pas dans l'innovation que ce que je fais, ça n'a pas de valeur. Et voilà, c'est pas forcément toujours contre nous, mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt valoriser les enseignants qui vont faire des projets, qui vont avancer, qui vont voilà, innover, utiliser des outils numériques, par exemple. Et du coup, on n'a pas toujours conscience de ce que ça peut renvoyer chez les autres aussi. Et du coup, on va créer des réactions qui peuvent être peut-être un peu épidermiques. Voilà, c'était la réaction. Ce à quoi ça m'a fait penser. Ça fait écho. Alors, il y a une petite question, Lucille, sur le PowerPoint. Est-ce qu'on peut on peut l'envoyer aux participants? Bien sûr, je vous le donne. Voilà, donc réponse à Anne-Claire, fantastique. En revanche, il y a des photos qui sont superposées et pour voir l'animation, il faut lancer le diaporama. D'accord, très bien. Comme ça, j'enverrai à tous ceux qui étaient là. Merci à vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, une petite dernière, ce que je vous propose de faire, c'est déjà de remercier Lucille, voilà, pour ce temps partagé, pour la prise de hauteur qu'elle nous a fait, qu'elle nous a permis de prendre justement par rapport au projet et de l'insérer dans une globalité, de voir un petit peu où étaient à la fois les freins et ces accélérateurs, hein, d'une certaine manière. Est-ce que ça peut générer à la fois chez l'enfant, chez l'enseignant et au sein d'une communauté éducative? Donc, je pense qu'on pourra réécouter cette webconférence parce qu'il y a vraiment des pépites et je pense que c'est intéressant aussi de le partager peut-être en équipe.
Et puis, ce que je vous propose maintenant, c'est ce que je vous ai mis dans le petit message, c'est de vous retrouver la semaine prochaine autour de cette dernière webconférence sur tout ce qui est neurosciences et pédagogie positive, où là, vous repartirez, à mon avis, aussi outillés pour pouvoir très concrètement aussi mettre en place des choses dans vos univers professionnels et de le partager avec vos équipes. Donc, un immense merci à Lucille d'avoir accepté l'invitation et d'avoir partagé ce temps avec nous. Merci à tous. Merci à Stéphanie avec qui on travaille toutes les deux pour essayer de vous nourrir et de vous rejoindre en fonction de vos besoins. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine et merci beaucoup pour la présence. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci.